je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez passer une bonne prochaine heure avec nous à réfléchir sur l'actualité politique, sur l'actualité judiciaire d'Haïti. Bon. Si vous avez suivi les nouvelles cette semaine, l'actualité en Haïti est marquée par la sortie, enfin, il n'était pas trop tôt, de l'ordonnance du juge d'instruction dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel, l'ordonnance du juge Voltaire. Je dis bien qu'il n'est pas trop tôt puisque c'est déjà le 5e juge à qui le dossier a été confié. Les 4 autres sont partis pour des raisons personnelles, suivez mon regard. Ils ont sûrement reçu des menaces, ils ont senti que l'eau était trop chaude et ils ont fait le pari de quitter plutôt que d'exposer leur vie ou celle de leur famille. Vous me direz que ce n'est pas courageux, mais on les comprend. En sorte que le fait que le juge Voltaire soit rendu jusqu'à la publication de son ordonnance, ce n'est pas rien. D'abord, c'est faire montre de courage dans l'Haïti de tous les dangers d'aujourd'hui. Le fait même que l'on soit parvenu à ce stade-ci, beaucoup d'entre nous ne croyaient surtout pas qu'on parviendrait à ce stade-ci de l'enquête. Eh bien, que le juge ait enquêté, qu'il ait entendu des témoins, qu'il ait entendu, si vous voulez, des personnes intéressées par la chose, qu'il ait été en quête d'indices au point de produire pas moins de 122 pages dans son ordonnance, c'est quelque chose. D'autant qu'il a inculpé un certain nombre de personnalités que l'on croit puissantes en Haïti, en sorte que la publication de son œuvre c'est, si vous voulez, une manifestation d'un certain courage. Même si je ne dirais pas d'un courage certain, je vous dirai pourquoi. Que l'ordonnance soit sortie maintenant, après presque 3 ans depuis l'assassinat du président Jovenel, encore une fois, je dis, ce n'est pas trop tôt, mais vous connaissez mes réflexes en tant qu'analyste politique, il y a lieu de se demander pourquoi maintenant. Le timing est important.
Dois-je vous rappeler que ces derniers jours, ces dernières semaines, en tout cas depuis le début du mois de février, fin janvier, début février, eh bien ces derniers jours en Haïti ont été marqués par des manifestations antigouvernementales. On s'attendait à quelque chose autour du 7 février. On avait entendu les promesses de Guy Philippe. On a vu, n'est-ce pas, une certaine unité, enfin le BESAP marcher sur Port-au-Prince, marcher sur la primature, en sorte que toutes les volontés, tous les yeux étaient rivés, toute l'attention de la population haïtienne, que ce soit la population du dedans ou de la population de la diaspora. Donc toute notre attention était rivée sur ce qui allait se produire autour du 7 février, puis quelques jours après le 7 février, cette ordonnance tombe. C'est comme s'il y a un arrêt. C'est comme si, justement, on arrête de respirer pour prendre le temps de lire cette ordonnance, pour prendre le temps de noter ceux qui sont indexés, ceux qui sont inculpés, noter aussi ceux qui ont reçu une petite passe courte, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas reçu ne serait-ce qu'une motion de blâme par le juge. Mais pendant tout ce temps, on oublie qu'il y a un Ariel qui n'a ni légitimité, un Ariel qui n'a pas été choisi par la population, un Ariel qui fait absolument rien et dont on souhaite le départ. Depuis la publication de cette ordonnance, plus rien n'est fait. En sorte que, il y a lieu de se demander sur le timing de cette ordonnance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est arrangé entre le bras politique d'Ariel, le bras politique des Michel Martelly, des Josué Pierre-Louis de ce monde, et, n'est-ce pas, ce juge, pour nous offrir quelque chose qui finira par être, si vous voulez, une diversion. Attention. Je dis qu'il finira par être une diversion parce que, pour l'instant, qu'il y ait une ordonnance, qu'il y ait une publication d'ordonnance, c'est pas une mauvaise chose, même si cette ordonnance n'est pas parfaite, même si cette ordonnance n'est pas achevée. Je vous dirai pourquoi. Maintenant que l'ordonnance est publiée, dans le timing que l'on vient de commenter, pourquoi maintenant ? Le timing semble être favorable à Ariel parce que depuis la publication de cette ordonnance, il n'y a à peu près plus de manifestations antigouvernementales. Eh bien, dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels, on ne parle que de cette ordonnance-là, des personnes qui sont inculpées, si vous voulez, des imperfections ou en tout cas du courage du juge. C'est un rapport qui est contesté dans un contexte aussi, si vous voulez, fébrile que le contexte haïtien, c'est normal. Mais je dirais que même si la publication de l'ordonnance est une bonne chose, l'ordonnance en tant que telle n'est pas parfaite. On a l'impression que le juge a volontairement choisi de fermer les yeux sur des facettes du complot. Il a volontairement choisi de fermer les yeux sur si vous voulez, sur des facteurs qui aideraient à une meilleure compréhension de ce qui s'est produit dans la nuit du 6 au 7 juillet, 2021. Et on a surtout l'impression que, et je vais peser mon mot, que cette ordonnance-là a été rédigée pour blanchir Michel Martelly et pour blanchir Ariel. En sorte que l'enquête n'est pas achevée. Et c'est notre rôle en tant qu'influenceur, c'est notre rôle en tant qu'analyste de l'actualité politique haïtienne, c'est notre rôle en tant qu'analyste de l'actualité judiciaire haïtienne de pointer du doigt les défaillances de cette ordonnance, de pointer du doigt les imperfections de cette ordonnance, de pointer surtout du doigt, n'est-ce pas, les non-aboutissements volontaires de la dite ordonnance par le juge Voltaire, sans mauvais jeu de mots. Question de dire, hey, pourquoi le juge ferme-t-il les yeux sur ces facettes-là? Pourquoi a-t-il, si vous voulez, fait une impasse complète sur ces secteurs-là qui sont plutôt impliqués dans l'assassinat du président?
tout semble croire que cette ordonnance a été rédigée, que cette ordonnance a été passée pour blanchir Michel Martelly, pour blanchir Ariel, et l'ordonnance est sortie à point nommé. Elle est sortie à un moment où Ariel avait besoin d'un répit. La preuve est que depuis la sortie de cette ordonnance, personne n'est dans les rues pour manifester contre Ariel. Alors, nous allons poursuivre l'enquête. Nous allons prendre l'ordonnance là où elle est, l'analyser, la décortiquer, commencer surtout par dire, mais voici quelques secteurs, quelques individus, quelques personnages que l'ordonnance semble protéger. Ensuite, nous allons entrer dans l'ordonnance pour dire, oui, il y a telle personne qui mérite d'être indexée, voici pourquoi, etc. Analyser certains propos importants qui ont l'effet d'une bombe quand on les lit, et aller au-delà de l'ordonnance pour dire, écoutez, ce n'est pas vrai qu'on va s'en tenir à cette ordonnance, comme si Michel Martelly n'avait rien à voir avec cela, comme si l'oligarchie n'avait rien à voir avec, n'est-ce pas, l'assassinat de Jovenel, comme si l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique, n'avaient rien à voir dans cet assassinat. Donc, nous félicitons le juge pour son courage. J'ai dit qu'il a fait montre d'un certain courage, même si son courage n'est pas certain, parce qu'il blanchit des personnes qui méritent d'être inculpées. Et une fois qu'on aura pris l'ordonnance pour ce qu'elle est, nous devons aller au-delà de l'ordonnance pour poursuivre l'enquête, car justice doit être rendue à Jovenel. Quand je dis que justice doit être rendue à Jovenel, ce n'est pas parce que Jovenel mérite la justice plus qu'un autre. La vie de tout être humain en vaut une autre. Et on sait que le régime de Jovenel lui-même n'a pas toujours accordé de l'importance à la vie humaine, mais si nous réclamons justice pour Jovenel Moïse, c'est pour quelques raisons dont je vais vous mentionner quelques-unes. La première raison, c'est pour que ce type d'assassinat-là ne se reproduise plus dans ce pays. Depuis que le premier homme d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, a été assassiné en octobre, n'est-ce pas, 1806, aucune enquête n'a jamais été faite sur les divers assassinats qui ont été perpétrés sur diverses personnes de présidents dans notre pays. Après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, imaginez qu'Alexandre Pétion s'est présenté devant le Parlement pour s'inculper lui-même, n'est-ce pas, en disant « j'ai tué le tyran ». Et plutôt que de l'arrêter, de le juger, de le foutre en prison, eh bien, on a fait de lui un président. Et par la suite, on a eu d'autres chefs d'État qui ont été assassinés de la même manière et personne n'a jamais été inculpé, il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse. C'est pour cette raison qu'on en est là. Et la deuxième raison pour laquelle il faut que justice soit faite, c'est parce que le Jovenel Moïse était à la tête d'une institution, ne serait-ce que pour le respect de cette chose-là qu'on appelle la présidence haïtienne, il faut que justice soit faite. Imaginez des étrangers qui sont arrivés en Haïti en mission, plus d'une soixantaine, qui s'établissent au pays à l'invitation, n'est-ce pas, des gens hautement placés, que ce soit dans les finances ou dans la politique ou au niveau de la sécurité même du président. Ces gens-là exécutent leurs basses manœuvres. Beaucoup d'entre eux sont repartis chez eux sans qu'ils ne soient inquiétés. La présidence a une valeur. S'il est quelqu'un qui doit être protégé, c'est bien ce personnage-là. Les gens ont voté pour lui et ont dit il va être le premier citoyen, mais il faut qu'il soit protégé. Et la troisième raison, celle-là, elle me tient beaucoup à cœur. Vous notez que ces gens ont assassiné Jovenel Moïse, mais ils l'ont traité comme un chien. Ils sont entrés chez lui, imaginez. Ils sont entrés dans sa chambre privée. Ils l'ont abattu comme un chien. Et en parlant de chien, pas un chien n'est mort chez lui. On l'a tué comme un chien et les autres chiens ne sont pas morts. Et autour de cet assassinat, il y a une série de mensonges, les uns plus éhontés que les autres. La femme du président elle-même ment comme elle respire, en sorte qu'on se demande, mais qui elle protège? Et aujourd'hui, on va aller au fond de l'enquête. Je vais lever le voile sur un certain nombre de personnages, dont un en particulier que Martine Moïse cherche à protéger.
Il faut qu'on casse cette omerta pour qu'on aille au fond des choses et que justice soit rendue. Donc je dis que si on réclame justice pour Jovenel, c'est parce que on en est n'est-ce pas, à la 6e présidence, ou au 6e président pour être plus précis, qui est assassiné dans ce pays sans qu'il y ait enquête. Donc imaginez, 6 présidents ont été assassinés, 6 ou 7, n'est-ce pas? Le compte n'est pas toujours unanime. Et aucune enquête sérieuse n'a jamais été menée pour que les coupables, les criminels soient jugés et jetés en prison. Deuxième raison pour laquelle justice doit être faite à Jovenel Moïse, c'est parce que il se trouvait à la tête d'une institution qui mérite respect, la présidence. Et troisièmement, parce que c'est quelqu'un comme nous. Imaginez, on entre, on l'abat comme un chien. Alors que quand Michel Martelly était au pouvoir, dans une société aussi coloriste, n'est-ce pas, que la nôtre, on a l'impression qu'on avait un peu plus de respect pour lui. Lui le salaud, lui le voleur, lui le débauché, au nom du fait qu'il vient de Pétionville. Il faut qu'on règle cela. On ne peut pas être sur cette terre de Dessalines et être traité, si vous voulez, comme des étrangers, tandis que nous sommes chez nous. Il faut qu'on aille au fond de cette chose-là, pour que ce type de crime ne se répète plus chez nous. Donc, toute une introduction, toute une émission qui s'annonce en perspective. J'aurai besoin de toute votre tête, de toute votre attention. Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Et oui, nous allons nous dire les vraies affaires. Et vous savez quoi? On commencera l'émission d'aujourd'hui par ce que cette ordonnance ne dit pas. Ce qu'elle dit, cette ordonnance, on le sait. On va le regarder de près. Mais commençons par regarder ce que le juge ne dit pas. Et posons-nous la question, pourquoi le juge ne le dit pas? Est-ce que cette ordonnance-là, pour utile qu'elle soit, ne répond pas à une commande politique, celle de protéger un certain nombre de personnages? Est-ce que la publication, le timing même de cette ordonnance ne répond pas à une commande politique, celle d'offrir un répit à Ariel, qu'on passe à autre chose en attendant qu'on nous envoie des Kenyans qui vont nous apporter le choléra. Restez là, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous reviens après la pause et, comme d'habitude, on va se dire les vraies affaires ce matin encore. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de dire les vraies affaires. Vous connaissez ma personnalité, je ne vais pas passer à côté, je ne vais pas tourner autour du pot, on va aller droit au but. Et comme je vous l'ai annoncé, on va commencer par ce que cette ordonnance ne dit pas. C'est important. Vous savez, une ordonnance, un jugement, et surtout une ordonnance qui est rédigée dans le contexte de l'assassinat d'un président, ça fait plus de 100 ans qu'on n'a pas eu ça. La dernière fois qu'un président a été assassiné, c'était en 1915, en ce qui concerne Haïti, n'est-ce pas? Et voilà que plus de 100 ans plus tard, on est en face du même cauchemar. Je m'attendais à ce que le juge fasse un travail de recherche historique, un travail de mise en contexte.
La mise en contexte, elle est importante. Vous savez, un juge, c'est pas juste une personne. Un juge, c'est une institution. Un juge a tout un bureau qui travaille pour lui pour qu'il produise des œuvres qui méritent la peine d'être lues. Car la vie des gens, la liberté des gens, les libertés fondamentales des gens dépendent de ce que le juge dit ou ne dit pas. Et quand il s'agit d'un président qui est assassiné, et a posteriori, on le sait maintenant que ce complot a été planifié de haute main, ce complot a été longtemps planifié, eh bien on s'attendait, dis-je, à ce que le juge, dans un premier temps, fasse une mise en contexte. Et la mise en contexte aiderait à cadrer sa lecture. Or, le juge choisit de ne pas faire cette mise en contexte. Eh bien, nous allons la faire pour le juge. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre l'enquête, il faut prendre l'ordonnance pour ce qu'elle est et l'amener au-delà de ces lieux qu'elle refuse, cette ordonnance-là, de fréquenter. Or, les lieux que cette ordonnance refuse de fréquenter recèlent justement les recettes de la vérité. Et ce que nous voulons, vous et moi, en tout cas ce que moi je veux, c'est qu'on connaisse la vérité et toute la vérité de cette affaire. Eh bien, si vous lisez l'ordonnance, il y a d'abord une grande défaillance, une grande faille. L'ordonnance ne prend pas en compte le fait que l'assassinat du président est un crime transnational. L'assassinat du président est un crime qui s'inscrit dans un contexte de géopolitique extrêmement volatile. Si le juge avait pris le temps de faire ce travail de mise en contexte, le juge m'écoute parce que il y a de mes mots que je retrouve texto dans l'ordonnance du juge. Donc, si le juge avait pris le temps de faire ce travail de mise en contexte, eh bien, cela lui permettrait justement de se rendre sur des pistes qui l'aideraient à comprendre l'une des facettes fondamentales de l'assassinat du président Jovenel, à savoir que l'assassinat du président Jovenel se situe dans un contexte de géopolitique. Et donc, c'est mon privilège de rappeler cette mise en contexte. Jovenel Moïse parvient à sa 4e année chronologique de son règne. Je distingue entre le chronos, le temps du calendrier, et le temps constitutionnel. Ce n'est pas la même chose. La Constitution compte autrement la durée d'un mandat. Et donc je dis, Jovenel en était à sa 4e année chronologique de sa présidence, quand tout à coup, il lui est venu à l'idée de réformer de manière inconstitutionnelle la Constitution, d'y aller avec un référendum. Waouh! Il avait un train de mesures inconstitutionnelles qu'il voulait nous entrer dans la gorge. Mais pour mieux les faire passer, il s'est réveillé tout à coup en se disant « J'avais fait un certain nombre de promesses lors de ma très longue campagne présidentielle, des promesses que je n'arrive pas à tenir. » Le président avait martelé à nos oreilles qu'en 2 ans, il allait électrifier tout Haïti. On avait des doutes raisonnables, mais lui-même croyait dur comme fer que c'était possible. Il semblait avoir rencontré un certain nombre de techniciens qui lui disaient que la chose était possible, sauf que il en était à sa 4e année chronologique, donc presque à la fin de son mandat, quand il a décidé, suivez-moi bien, de faire un virage géopolitique. On sait, hélas, je dis bien hélas, car c'est pour notre malheur, Haïti est sous la férule des États-Unis d'Amérique, au nom de cette maudite doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains.
Et Jovenel Moïse, jusque-là, s'est toujours comporté comme une espèce de mouton, comme un mouton doux, un mouton docile, aux mains de l'ambassadeur, de l'ambassadrice, en l'occurrence, Madame Season. Donc, il l'informait de toutes ses décisions. Ils avaient des échanges assez réguliers. Et tout à coup, Jovenel Moïse s'est rendu compte que, mais écoutez, nos échanges diplomatiques avec les États-Unis ne nous rapportent rien. Et j'aime à vous lancer régulièrement ce défi. Les rapports diplomatiques d'Haïti avec les États-Unis ne lui rapportent rien. Au fait, ça rapporte essentiellement aux Américains, puisque les États-Unis nous piquent, n'est-ce pas, nos cerveaux. Les États-Unis provoquent, si vous voulez, une hémorragie des compétences haïtiennes, et Haïti ne retire aucun avantage de ces échanges avec les États-Unis. Mais tenons-nous au contexte là. Et donc, tout à coup, Jovenel se réveille à la 4e année de sa présidence, et il se dit non, ma proximité avec les Américains ne me rapporte rien, je dois faire un virage géopolitique vers le bloc de Shanghai. Jovenel a envoyé dans un premier temps un émissaire qui est allé en Asie rencontrer le numéro 2 de la Russie, en passant par Cuba. Vous voyez, je vous donne des éléments. Et la Russie et la Chine ont manifesté une ouverture réelle vis-à-vis de Jovenel Moïse en lui disant, s'il est sérieux, nous aussi, nous serons sérieux et nous l'aiderons à concrétiser, nous l'aiderons à inscrire dans la glaise du réel sa promesse d'électrifier tout Haïti. Voilà. Et donc, Jovenel, après avoir envoyé un émissaire rencontrer le numéro 2 de la Russie et des autorités hautement placées dans la nomenclature chinoise, a fait lui-même le déplacement. Vous vous souvenez, c'était un tonnerre dans un ciel serein lorsque Jovenel Moïse, c'est la première fois donc qu'un chef d'État haïtien va faire ça, lorsque Jovenel Moïse va se déplacer, d'ailleurs à l'instigation de Laurent Lamotte, il va se déplacer pour se rendre en Turquie, à Ankara, et là, il va rencontrer, encore une fois, des autorités hautement placées dans la nomenclature russe, rencontrer des autorités chinoises qui lui ont fait des promesses sérieuses. Quelques jours plus tard, des Chinois sont arrivés, des Chinois de la Grande Chine sont arrivés et ont rencontré Jovenel, toujours dans ce mouvement, dans ce virage géopolitique. Des Chinois vont le rencontrer et ces derniers sont arrivés avec un chéquier, on parle de milliards. Ils ont dit, Monsieur le Président, si vous désavouez Taïwan au profit de la Grande Chine, nous vous donnons la garantie d'électrifier votre pays. Voici, nous arrivons avec un chéquier, ce sont des promesses sérieuses. Écoutez-moi bien. Jovenel Moïse, ayant reçu ces autorités chinoises à son bureau, dès que ces gens-là sont partis de son bureau, il reçoit un appel d'une autorité américaine qui lui dit littéralement ceci: si vous recevez ces gens-là, vous êtes un homme mort. C'est-à-dire, si vous faites ce tournage, ce virage vers la Grande Chine au départ de Taïwan, vous êtes un homme mort. Ok, c'est pas fini. Vous vous souvenez? 14 jours avant l'assassinat de Jovenel Moïse, qui semblait avoir la suite dans les idées, il semblait être déterminé à opérer ce virage géopolitique. 14 jours avant son assassinat, Jovenel Moïse a accrédité l'ambassadeur itinérant de la Fédération russe à Port-au-Prince. 14 jours. Et je vous rappelle ce que mon ami, le professeur de relations internationales africaines de son État en France, lorsqu'il a vu cela, il m'a envoyé la photo du président en y inscrivant les paroles
lapidaire que voici, des paroles sententielles, je comprends cela maintenant, une espèce d'épitaphe, il vient de signer son arrêt de mort. Et 14 jours plus tard, comme par hasard, le président Jovenel Moïse est assassiné dans sa chambre à coucher. Donc, la mise en contexte, si elle était faite par le juge, aiderait à comprendre que l'assassinat du président, c'est un crime transnational qui s'inscrit dans un contexte géopolitique particulier. Mais, puisqu'il n'y a pas de hasard, le juge aurait dû savoir que, tenez, 3 ou 4 semaines avant l'assassinat du président, Madame Pamela White, ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, est allée devant la très puissante commission des affaires étrangères du Sénat américain pour dire ceci. Le chaos en Haïti s'explique par le fait que le président, enfin je résume, je paraphrase, ne dirige plus rien, il est plus devenu un canard boiteux pour nous. We have to put him aside. Nous devons le mettre à côté. Nous devons nous débarrasser de lui. Nous devons le mettre au chaos, c'est ce qu'il faut entendre. Et comme par hasard, 3 semaines après que Madame White a tenu ses propos devant la commission des affaires étrangères du Sénat, comme par hasard, le président Jovenel a été mis KO de la pire des façons. Il a été assassiné. Dans le sillage de cet assassinat, dans les jours qui ont précédé son assassinat, tout à coup, l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Madame Season, doit laisser Haïti, imaginez, pour 1 mois. Raison, elle doit répondre à une invitation, encore une fois, du Sénat américain pour participer à une autre audition. Waouh! On a assez d'éléments là. Mise en contexte encore. 2 mois avant l'assassinat du président, pas moins d'une 60aine de Colombiens qui ont fait de la prison pour des crimes dans leur pays sortent de prison munis d'un passeport et se rendent à Port-au-Prince. 60 Colombiens qui sont armés, qui sont logés, qui sont... bon Dieu. Donc il y a un contexte, et peut-être que le contexte, la mise en contexte, le status questionis, comme on dirait en latin, n'est-ce pas, l'état de la question, permettrait au juge de voir, de dire, c'est pas une mince affaire là. On ne peut pas dire que l'assassinat du président Jovenel répond tout simplement au désir d'un certain nombre d'Haïtiens de s'emparer du pouvoir. L'assassinat du président répond d'une volonté de sa part, d'un triple affranchissement. Et je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Comme je vous ai dit, il faut pointer ce que l'ordonnance ne dit pas, ensuite regarder ce que l'ordonnance dit et l'amener au-delà. Mais si le juge avait pris le temps de remettre en contexte un certain nombre de propos, un certain nombre de mouvements du président Jovenel Moïse qui l'ont conduit tout droit à cet assassinat crapuleux, mais justement, le juge nous aurait conduit ailleurs. Mais dans les jours qui ont précédé l'assassinat de Jovenel, dans les mois qui ont précédé l'assassinat de Jovenel, Jovenel tenait un certain nombre de discours, un certain nombre de déclarations. Exemple, il disait aux oligarques, écoutez, vous avez bu, je paraphrase, tout le lait de la vache qu'est Haïti. Mais le peu qui reste désormais, c'est pour le peuple. Il parlait en particulier à ses familles, à ses oligarques, qui signent des contrats de plusieurs millions avec l'État haïtien, apparemment irrévocables, contrats au terme desquels ces oligarques devaient fournir l'électricité à la population haïtienne, niette. Ces oligarques nous ont donné le blackout alors qu'ils encaissaient des dizaines de millions par mois. Et là, il leur
il leur déclarait la guerre, littéralement. À ce Dimitri Vorbe, il déclarait la guerre à ce Boulos, entre autres, etc. Et donc, c'était des déclarations incendiaires, en sorte que le président sentait, si vous voulez, la terre s'ouvrir sous ses pieds, et il voulait, pour ainsi dire, mettre la population haïtienne au courant des combats qu'il semblait mener. Et donc, jusque-là, les divers présidents haïtiens se sont toujours tenus, si vous voulez, dociles vis-à-vis de l'oligarchie, parce que c'est l'oligarchie qui finance leur campagne présidentielle, c'est l'oligarchie, si vous voulez, cette oligarchie en retour bénéficie de toutes sortes d'avantages. Et là, Jovenel leur déclare la guerre, pas à tous, par intégrité intellectuelle, il faut le dire. Jovenel semblait déclarer la guerre à une partie de l'oligarchie, mais il accordait des avantages à d'autres, aux Bidjo, aux APED, etc. Mais il semblait partir en guerre contre un certain nombre d'entre eux. Et beaucoup d'entre eux juraient qu'il le lui ferait payer de sa vie. Et donc, si le juge avait fait cette mise en contexte, il comprendrait que l'assassinat de Jovenel Moïse répond d'un triple affranchissement que je vais vous mentionner. Mais l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la conséquence d'une volonté de s'affranchir d'une première tutelle, la tutelle des Américains. C'est pas pour rien que j'ai pris le temps de vous dire que dans les mois qui ont précédé l'assassinat de Jovenel, Jovenel était déterminé à faire un homme de lui. Il était déterminé à faire enfin un président de lui. Il a envoyé un proche en Russie. Il a envoyé un proche en Chine. Il a reçu des autorités chinoises. Il a lui-même fait le voyage pour rencontrer les représentants du bloc de Shanghai. Tout ceci témoigne d'une volonté d'affranchissement. Donc, un premier affranchissement. Je vous ai dit que sa mort, c'est la conséquence, c'est la résultante d'une volonté d'un triple affranchissement. S'affranchir d'abord de la tutelle des Américains. Les Américains le lui ont fait payer. Madame White qui dit, écoutez, il faut le mettre aside, il faut le mettre KO. Madame Season qui parle, comme par hasard, en audience devant le Sénat américain. Mais ça n'étonne personne. Une soixantaine de ressortissants étrangers qui viennent d'où? De la Colombie. La Colombie, c'est la base arrière des Américains quand ils doivent fomenter des coups d'instabilité pour les gouvernements de la région. La Colombie, c'est l'ambassade, si vous voulez, c'est la base arrière, c'est la cour arrière des États-Unis quand les États-Unis doivent porter des coups fourrés, déstabiliser d'autres gouvernements. Et là, Jovenel a voulu s'affranchir de la tutelle américaine dans un contexte aussi fragile que celui que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un contexte de volatilité au niveau international. La Russie qui veut se réaffirmer comme une grande Russie, la Russie qui ne veut plus être considérée comme une puissance continentale ou comme une puissance régionale, mais comme une puissance mondiale. À un moment où le monde est en train de se redessiner géopolitiquement, les États-Unis n'ont plus le contrôle du monde comme ils semblaient l'avoir depuis la fin de la guerre froide, depuis l'effondrement de la Russie soviétique. Le monde se redessine avec le bloc de Shanghai, aujourd'hui le BRICS. Et là, Jovenel fait le virage. Et encore une fois, à l'instigation de Laurent Lamothe. Il n'était pas nécessairement de mauvaise foi, ce Laurent, mais il faut le citer là. Jovenel veut s'affranchir. Et il s'affranchit à la fin de son mandat. Il était très contesté. Jovenel, n'est-ce pas, n'était même plus respecté au sein même du pays. Mais les États-Unis vont le lui faire payer. Qui sait?
Ça, c'est une piste que le juge n'a pas explorée, parce que c'est un crime transnational. Mais j'ai dit que la mort de Jovenel, c'est la résultante d'un triple affranchissement. Le deuxième affranchissement, mais c'est le désir de se libérer de la tutelle des oligarques. Ces gens-là qui ont financé sa campagne, hein, on n'oubliera jamais que quand il y avait cet ouragan dans le Grand Sud, là, qui a ravagé le Grand Sud, on a vu Jovenel débarquer avec des bateaux de médicaments, des bateaux de provisions, et puis là, il en donnait à tout le monde, en veux-tu, en voilà, mais waouh, d'où Jovenel trouvait-il cet argent? Mais c'est les oligarques qui le finançaient. Et les oligarques le font dans un mode de quiproquo, là, dans un mode d'échange, give and take, là. Et là, tout à coup, Jovenel veut s'affranchir de la mainmise des oligarques. Mais un gars comme Dimitri Vorbe, un autre comme Boulos, pour ne citer que, ou Jarre, ont juré qu'ils allaient le faire payer au président. Il y en a même un qui a juré que le président ne finirait pas son mandat, qu'il serait tué. Le juge ne parle pas de cela. Et j'ai dit enfin que l'assassinat de Jovenel, c'est la résultante d'un triple affranchissement. Donc, le troisième affranchissement, c'est l'affranchissement du clan Martelly. Quand je dis du clan Martelly, pas seulement de Michel Martelly, le salaud, mais de sa femme, qui n'est pas non moins tueuse, mais de son beau-frère, le beau-frère de Michel Martelly, Kiko, qui a déjà été reconnu coupable pour se mêler de la drogue, etc. Et là, tout à coup, depuis que Michel Martelly avait choisi Jovenel comme son poulain, eh bien, Jovenel, c'était la chose des Martelly. Martelly l'humiliait, Martelly le convoquait chez lui pour qu'il rende compte. Jovenel n'avait même pas le droit de choisir des ministres pour les ministères régaliens, des ministères comme, si vous voulez, les finances, la sécurité, etc. Même le chef de cabinet de Michel Martelly était choisi, enfin de Jovenel, enfin lapsus assez éloquent, même le chef de cabinet de Jovenel était choisi par Michel Martelly. Et tout à coup, Michel Martelly a voulu s'affranchir de la tutelle de Michel Martelly. La preuve, c'est que lorsqu'il a choisi Claude Joseph comme Premier ministre, Claude Joseph n'était pas l'homme et n'est toujours pas l'homme de Michel Martelly. À un moment donné, ces deux-là ne se parlaient pas. Et selon l'entente qu'il avait eue avec le président Martelly, l'entente voulait que le président Jovenel organise des élections en faveur de Michel Martelly, comme Michel Martelly avait organisé des élections pour lui. Et là, Jovenel, tout à coup, disait dans des discours publics qu'il n'a pas de candidat officiel. Et pire, Laurent Lamotte, qui est devenu l'ennemi de Michel Martelly, son ennemi politique, et qui ambitionnait de devenir président, mais qui était empêché constitutionnellement de le faire parce qu'il n'avait pas de quittance, eh bien, imaginez que dans les jours qui ont précédé l'assassinat de Jovenel, Jovenel a donné quittance à Laurent Lamotte, il l'a même publié dans le Moniteur, et lorsque j'ai entendu ça moi-même, je me souviens de ce jour-là, j'ai dit, oh là là, il vient de déclarer la guerre au clan Martelly, et Martelly allait lui faire payer. Donc, vous avez là un triple affranchissement qui explique la mort de Jovenel. Et si le juge Voltaire avait pris le temps de faire cette mise en contexte géopolitique, mise en contexte économique avec l'oligarchie, mise en contexte de politique interne avec le clan Martelly, il aurait dit « Waouh !» La mort de Jovenel Moïse, que dis-je, l'assassinat de Jovenel Moïse peut s'expliquer par ces trois pistes-là. La piste des Américains qui ont voulu punir Jovenel, lancer un exemple à tout petit nègre qui voudrait échapper à la tutelle américaine dans un contexte de géopolitique si volatile qu'il finirait comme ça,
comme on a fait pour les Thomas Sankara, comme on a fait, ma foi, pour d'autres chefs d'État, n'est-ce pas, africains. Un affranchissement de l'oligarchie, après que lui a été financé par l'oligarchie, après qu'il s'est comporté comme un mouton pendant les 3 premières années de sa présidence, tout à coup il leur déclare la guerre, eh bien les Dimitri Vob ou les Boulos, etc., on dit il va nous le payer ce salaud. Et troisièmement, Michel Martelly, qui s'attendait à revenir à la présidence, selon la promesse que Jovenel lui avait faite lorsqu'il l'a choisi, a vu sa chose, hein, c'est comme ça qu'il considérait Jovenel, a vu son objet lui échapper au point que Jovenel a donné littéralement la permission à Laurent Lamotte de devenir candidat à la présidence. Eh bien, on a compris que, mais tiens, la messe était dite pour lui. Bon. Maintenant, il y a autre chose que le jugement ne dit pas, et c'est un fait exprès. Une telle opération, selon les experts, coûte entre 40 et 60 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Le juge fait une impasse complète sur le financement de l'opération de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là, on va commencer par se dire d'autres vraies affaires. On s'arrête ici, je reviens après la pause, c'est promis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. On poursuit donc notre analyse de ce que le jugement ne dit pas. Le jugement ne fait pas une mise en contexte. Le jugement évite de considérer la nature transnationale du crime. Le jugement évite de voir les implications politiques ou les ramifications politiques du clan PHTK dès lors que le président Jovenel a donné décharge au Premier ministre Lamotte, mais il venait de confirmer sa déclaration de guerre à Michel Martelly. Donc, voilà, on a dit ça. Maintenant, regardons l'aspect financier. J'ai dit avant la pause, une telle opération coûte entre 40 à 60 millions de dollars. On s'entend que les gens que le jugement a indexés, les gens que le jugement a inculpés, pour coupables soient-ils vraiment, n'ont pas cette somme-là. Quand vous me parlez de Badjo comme auteur intellectuel, c'est de la foutaise. Badjo semble être un activiste, un zélé qui veut rester toujours dans les avenues du pouvoir et donc qui va amplifier son personnage et qui va entrer là où il ne faut pas au point de se faire prendre. Là, il est en prison et de droit. Quand vous me parlez de Dimitri Hérard, c'est bien, il a été au cœur de l'opération, il a été au cœur du complot ayant mené à l'assassinat du président. Dimitri Hérard est là-dedans, c'est vrai. Quand vous me parlez de Martine, Martine était au courant. On lui avait fait une offre politique. Et là, Valbrun a révélé la chose. Quand vous me parlez de Claude, Claude était au courant. Mais bon Dieu, l'ordonnance fait une impasse complète sur ceux qui se sont cotisés pour payer les Colombiens, pour régler des problèmes de logistique. Mais voilà, et là, on doit parler des oligarques. Jarre, qui a été jugé aux États-Unis,
a dit que lui, il a contribué pour quelques milliers de dollars, enfin je pense 10 ou 11 000 dollars de mémoire. Et il a dit que nous sommes cotisés, nous étions plusieurs à nous cotiser pour ramasser la somme d'argent nécessaire à la réussite d'une telle opération. Et nous savons que ces transactions-là ont laissé des traces dans au moins 2 banques, l'Unibank et la Sogebank. Pourquoi le juge fait-il impasse sur les banquiers? Et tout le monde sait que dans le contexte haïtien, qui dit banquier dit gangster. Donc, ce flot d'argent-là, on parle de 20 à 40 millions de dollars, parfois même 60 millions de dollars, mais il y a eu des transactions bancaires. Le juge aurait dû questionner le conseil d'administration, les autorités de ces 2 banques, exiger de voir leurs livres, n'est-ce pas, pour qu'on explique chaque transaction qui paraît douteuse. Mais il n'a pas fait ça. C'est comme si l'opération n'a rien coûté. Donc quand je vous ai dit que pour utile que soit l'ordonnance, elle est imparfaite, elle est inachevée, quand je vous ai dit que même si le juge a paru faire montre d'un certain courage, il ne faut pas parler d'un courage certain parce que là, bon Dieu, l'argent c'est le nerf de la guerre. J'ai dit que la mort de Moïse, de Jovenel Moïse, c'est la résultante d'un triple affranchissement, mais le juge n'a pas pointé du doigt l'ambassade américaine, les services de renseignement, qui en général partagent des informations avec un pays dit ami, suivez mon regard. Jovenel Moïse mangeait dans la main de l'ambassadrice américaine. J'ai déjà dit à une émission que j'ai présentée il y a bientôt 1 an, que Jovenel Moïse a pris son courage à 2 bras, il a été voir l'ambassadrice américaine quand il est revenu de ce voyage à Ankara. Et il a dit à l'ambassadrice, j'ai fait un voyage, j'ai rencontré les autorités russes, et je vous ai dit, je connais quelqu'un qui m'a parlé qui était à cette rencontre. L'ambassadrice a reçu la chose comme si Jovenel venait de lui faire un bébé dans le dos. Donc, pourquoi le juge fait-il impasse sur les financiers de ce crime? C'est un crime hautement financier, ça. C'est 60 millions de dollars. Les Colombiens le disent dans leur réponse aux divers interrogatoires des enquêteurs américains. Nous sommes entrés pour faire une job. On nous avait payé pour protéger quelqu'un. On nous avait payé pour arrêter quelqu'un. On nous avait payé pour... Mais payer. Ces gens-là, on leur a loué des voitures, on leur a acheté des armes, on les a nourris. Le juge ne dit mot. Pourquoi? Parce qu'il protège les banquiers. Il ne dit mot parce qu'il protège les oligarques. C'est comme si l'assassinat de Jovenel Moïse n'a rien coûté. Donc il aurait avalé un poison et il est mort. On continue de s'intéresser à ce que le juge ne dit pas, à ce qu'il n'a pas voulu dire, à ce qu'il ne voit pas, à ce qu'il n'a pas voulu voir, à ce qu'il n'entend pas, à ce qu'il n'a pas voulu entendre. Je vais vous donner au moins une piste. Il y a un certain Paraison, Vladimir Paraison, policier de son état, qui a déjà été, écoutez-moi bien, coordonnateur général à la sécurité au palais, sous Jovenel, mais qui a été congédié par Jovenel, qui fut remplacé par la guerre civile. Écoutez-moi bien. Le jour de l'assassinat, c'est Paraison qui, le premier arrive là. Mais pas seulement Paraison. L'un des agents de sécurité rapprochés de Martine, un certain Kléber,
Ils sont arrivés tous les deux. C'est lui qui a confirmé au directeur général de la police que le président, effectivement, vient d'être tué, que sa femme est blessée, etc. Je vous ai dit que ce paraison avait déjà été coordonnateur général de la sécurité au palais, qu'il a été congédié par Jovenel Moïse, mais savez-vous que dans les jours, les 3 ou 4 jours qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, il a été réinstallé dans son poste. Par qui? Je ne vous le fais pas dire, par Michel Martelly. Waouh! Il est le premier à arriver. Il est même celui qui a conduit Martine à l'hôpital et parvenu à une certaine distance tout près de l'hôpital, Martine lui aurait dit, écoutez, par raison, merci de votre aide, mais là, je peux continuer seul. Pour quelqu'un qui est traumatisé pour l'assassinat de son mari, l'humanité a déjà vu mieux. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Mais le point de vue de Paraison est important là. Paraison a été congédié par Jovenel, il a été réinstallé 3 jours après l'assassinat par Michel Martelly. Ça semble être une récompense. Je ne sais pas si vous me suivez là. Il semble être récompensé pour quelque chose. Pourquoi donc? Très bien. Paraison est le premier à être arrivé sur les lieux du crime. Qui a-t-il vu? Je connais quelqu'un qui est entré sur les lieux du crime. Vous savez, le rapport le procès verbal du juge là, qui a dressé le procès verbal de la mort de Jovenel, fait état de 11 ou 12 balles ou 13 balles que Jovenel Moïse aurait reçues. Je connais quelqu'un qui est entré dans la chambre, dans la scène du crime. Il me dit avoir vu qu'un impact de balle, un seul. Le juge fait un pas sur certains propos, il ne les prend pas en considération. Avançons maintenant. Dans ce que le juge ne fait pas. Waouh! Dans ce que le juge ne fait pas, là, il y a un gros morceau que le juge semble prendre à la légère. Ce gros morceau a pour nom Michel Martelly. On observe une pause, je reviens tout de suite après. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente
des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Il nous faut nous intéresser, disais-je avant la pause, aux propos sibyllins, aux propos mielleux de Michel Martelly. Je vous ai dit que la mort de Jovenel, enfin l'assassinat de Jovenel, il faut appeler les choses par leur nom, est la résultante d'un triple affranchissement, l'affranchissement de la tutelle américaine, l'affranchissement de la tutelle de l'oligarchie, l'affranchissement de la tutelle du clan Martelly, Sophia, Michel Martelly et puis Kiko. Michel Martelly livre sa version, mais une version mielleuse, une version sibylline. Ah, il se rendait chez lui dans la nuit du 6 au 7 juillet, quand vers 11h30, des amis l'ont appelé pour l'informer qu'il y avait des tirs de mitraillettes dans le quartier résidentiel du président. Lorsqu'il a entendu la chose, et là, vous savez, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le langage, disait Heidegger, c'est la maison de l'être. Quand quelqu'un ment, il faut entendre ce qu'il ne dit surtout pas. Et dans ce que Michel Martelly dit, il faut entendre ce qu'il ne dit pas. Écoutez, il dit lorsque cet ami l'a appelé vers 11h45 pour lui dire qu'il y avait des tirs nourris dans le quartier du président, il a appelé qui? Il a appelé Dimitri Hérard. Dimitri Hérard, c'est celui qui est responsable de l'unité de la sécurité présidentielle au palais. Dimitri Hérard a dit, écoutez, il va faire ce qu'il peut, mais il a un problème de logistique. Mais il appelle Dimitri Hérard. Et ce Dimitri Hérard, c'est le bras droit de Michel Martelly. C'est lui qui l'a nommé, qui le place là, autour de Jovenel Moïse. Écoutez. Il appelle un autre, je pense qu'il appelle, selon ce qu'il dit, la guerre civile, qui dit oui, il entend la chose aussi, etc. Il appelle le directeur de la police, Léon Charles, qui dit lui aussi, il a des difficultés, il n'arrive pas à se rendre, ses hommes n'arrivent pas à se rendre. Ce qui est complètement à l'opposé de ce que Léon Charles dit. Léon Charles a accordé une entrevue il y a 2 jours sur Télémétropole. Il a dit que lui, au contraire, il était très actif, il était en route avec tout le haut commandement de la police. Donc vous notez que déjà il y a un décalage. Bon. 10 minutes plus tard, Michel Martelly rappelle Dimitri Hérard qui lui dit maintenant là, c'est pas un problème de logistique, il attend que son chauffeur vienne. Waouh! Mais le juge aurait dû dire à Martelly, qui est en danger de mort? C'est le président Jovenel. Qui a présenté le président Jovenel à la nation? C'est vous. Qui a fait campagne avec Jovenel Moïse? C'est vous. Mais vous appelez tous ceux qui sont autour de la personne en danger, mais vous n'appelez pas la personne en danger. Pour qu'on comprenne, comparaison n'est pas raison là. J'entends dire que mon ami est en train de mourir pour quelque raison que ce soit, et qu'il passe des appels dans sa détresse, il appelle tout le monde. Plutôt que de l'appeler lui pour savoir comment il va, j'appelle les autres sauf lui, pour que les autres me disent comment il va. Il n'a pas dit qu'il a essayé d'appeler le président et que son téléphone était ferme, mais il n'a pas dit qu'il a essayé d'appeler le président, qu'il est tombé sur sa boîte vocale. Il a dit qu'il a appelé Dimitri Hérard, qu'il a appelé Léon Charles, qu'il a appelé la guerre civile, qu'il a appelé le diable et ses saints, mais il n'appelle pas celui qui était véritablement en danger. Mais pire, suivez-moi bien,
Il dit, mais par la suite, tel autre député est venu chez lui. Par la suite, il appelle le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Lamotte, qui était son ennemi politique. Si Michel Martelly a véritablement déclenché ce coup d'État contre Jovenel Moïse, coup d'État qui s'est soldé par son assassinat, c'est parce que Jovenel Moïse a donné des charges à Laurent Lamotte. Il appelle Laurent Lamotte vient chez lui nuitamment. Tel autre député vient, tels autres députés viennent, et ils étaient plusieurs chez lui, à chercher à s'informer de ce qui se passe chez le président, mais il n'appelle pas le président. La vérité, je vais vous la donner, c'est que ce soir-là, il y a eu une fête chez Michel Martelly. Au fait, chez Michel Martelly, il y a eu de véritables bacchanales. Vous savez, les bacchanales, c'était des fêtes auxquelles on se livrait en l'honneur du dieu Dionysos. Et puis là, on buvait du vin, on festoyait parce qu'on était heureux. Mais c'était joyeux chez lui. Savez-vous que on a même fait une vidéo live quand on torturait le président, quand on le butait, quand on le refroidissait, c'est-à-dire qu'on le tuait. On a fait une vidéo live pour que Martelly puisse assister à la chose en direct. C'est des bacchanales qu'il avait chez lui. On buvait, on festoyait parce que il venait de parvenir à ses fins, et là, tout à coup, il dit, moi, j'ai appelé Dimitri Hérard 2 fois plutôt qu'une, j'ai appelé Léon Charles, et même le Premier ministre sortant d'alors, Claude Joseph, m'a appelé pour me dire que tout était sous contrôle, et moi, dès que j'ai entendu dire que le président était mort, j'ai fermé mon téléphone, je me suis isolé. On peut réinterpréter ça autrement. Maintenant que son but était atteint, mais voilà. Il n'avait qu'à se réjouir, d'où ces bacchanales qu'on organisait chez lui le soir même de l'assassinat. Votre ami est en danger, vous appelez tout le monde sauf lui. Vraiment, Michel Martelly. La vérité, c'est que tout conduit à Martelly dans ce crime. Ce Dimitri Hérard, qui est l'homme de Michel Martelly et qui a effectué plusieurs voyages en Équateur et en Colombie pour s'approvisionner en armes pour ces Colombiens-là, mais c'est l'homme de Michel Martelly. Ce paraison qui est arrivé le premier sur les lieux du crime et qui a dit au directeur de la police, on a perdu le président. Lui qui a été congédié comme coordonnateur général à la sécurité du palais, a été rétabli 3 jours plus tard dans son poste par ce même Michel Martelly. Donc Michel Martelly était celui qui tirait les ficelles. On travaillait pour lui. Et là, vous notez que dans l'ordonnance, le juge ne lui lance même pas une motion de blâme. Le juge ne l'inculpe pas. Michel Martelly est blanchi. Quand je vous ai dit que l'ordonnance, pour utile qu'elle soit, répond à une commande politique dans son timing, mais dans les gens que l'ordonnance blanchit, les banquiers qui ne sont pas mentionnés, qui fermaient les yeux sur des transactions douteuses, les oligarques qui ne sont pas mentionnés, qui finançaient ce crime. Michel Martelly, vers qui tout pointe comme le véritable cerveau, le véritable commanditaire, celui qui tire le plus grand intérêt dans la chose, n'est pas inculpé. Voyons donc. Voyons donc. Alors, Michel Martelly va prendre les 14 millions d'Haïtiens pour des imbéciles. Il va continuer à manœuvrer, à placer qui il veut. Mais mieux, celui qui est le secrétaire général du Palais national, c'est Josué Pierre-Louis. Il est placé là par qui? Par Michel Martelly. Ce Josué Pierre-Louis, c'est lui qui, dans les premiers jours du crime, puisqu'il a été établi comme secrétaire général du palais, a facilité l'exfiltration, c'est-à-dire le départ de l'ex-sénateur John Joel Joseph, celui-là même qui fait de la prison à vie aux États-Unis pour avoir reconnu, avoir participé au crime, qui a facilité son départ d'Haïti, Josué Pierre-Louis, parce que Josué Pierre-Louis, sa sœur a épousé John Joel Joseph. Donc, puisque John Joel Joseph, qui a participé dans le crime,
a épousé la sœur de Josué Pierre-Louis, qui est placé comme secrétaire général du palais par Michel Martelly. Il a facilité leur départ. Il leur a donné des passeports. Ça remonte à qui? À Michel Martelly. Josué est placé là par Michel Martelly. John Joel Joseph a participé au crime à l'instigation de Josué Pierre-Louis et qui a facilité son départ d'Haïti? Josué. Josué, c'est l'homme de Michel Martelly. Mais bon Dieu, le juge pourrait faire cette déduction. Parmi les gros poissons que l'ordonnance inculpe, on retrouve Claude Joseph, Martine Moïse et Léon Charles. Mais il faut qu'on parle de ces trois-là. Et c'est probablement sur cette note qu'on va terminer. Une dernière petite pause, je vous reviens, c'est promis. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Il faut parler de ces trois. Léon Charles est directeur général de la police. Le président l'appelle. Et selon ce que dit l'ordonnance, il a de la difficulté à se rendre sur place. Bon, lui, il donne des explications. Il dit dans la structure de sécurité autour du président, ce n'est pas la police qui doit intervenir dans le premier périmètre. Vous avez 3 autres périmètres qui sont occupés par d'autres corps spécialisés qui ne relèvent pas directement de lui, qui relèvent de Dimitri Héra, qui relève de, n'est-ce pas, la guerre civile, je comprends. Mais le président vous appelle, vous êtes le chef de la police, vous devez tout mettre en œuvre pour arriver là, vous n'arrivez pas. Vous dites que oui, mais j'ai passé des instructions à Paraison, et si Paraison est arrivé, c'est parce que je lui ai demandé. Soit. Il ne me convainc pas. Claude Joseph prétend que lui, il n'était au courant de rien. En tant que président du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, il n'était pas nécessairement au courant. Je ne suis pas convaincu. On n'est pas Premier ministre pour rien non plus. Je remets d'autant en doute les propos de Claude Joseph que celui qui était sous Jovenel, le secrétaire général du palais, Lionel Valbrun, a dit ceci. Dans les 2 jours qui ont précédé l'assassinat du président, Martine Moïse, que l'on savait être très proche de Claude, au dire même de Claude. Claude disait qu'il se rendait à plusieurs reprises chez le président, pas pour le président, mais pour voir Martine. Et il disait, je le cite, avoir eu des relations étroites avec Martine. Bon. Valbrun dit, écoutez, dans les 2 jours qui ont précédé l'assassinat de Jovenel, Martine est venue nuitamment au palais. Elle est arrivée à 10h du soir pour en ressortir à 3h du matin. Que faisait-elle? Elle effaçait des fichiers, elle supprimait des notes, elle emportait des choses du palais. Et elle pressait. Elle exerçait une forte pression sur Valbrun, alors secrétaire général du palais. Dans la nomenclature au palais, le secrétaire général du palais est la véritable autorité après le président, c'est la cheville ouvrière. Et elle appelait, elle exerçait des pressions sur Valbrun pour que celui-ci ouvre le palais et les bureaux du palais à Claude Joseph. Et après la mort du président, vous imaginez une femme dont le mari est assassiné sous ses yeux. Et qui, dans les jours qui ont suivi l'assassinat,
en sa présence de son mari, appelle le secrétaire général pour lui dire de donner accès à la présidence à Claude Joseph parce que celui-ci va organiser des élections pour elle. Martine savait, je l'ai toujours dit ça. Mais il nous faut nous arrêter à Martine pour plusieurs raisons. Ok. Claude Joseph a donné sa version, mais je m'intéresse à Martine parce que Martine ment. Et les mensonges de Martine ont un seul but, protéger quelqu'un. Et je vais vous dire qui Martine protège et à quelle fin elle le fait. Martine a commencé par dire que elle a reçu 1, 2, 3, 4, 8 balles. Dans un premier temps, c'était dans les fesses. Bon, ça ne se peut pas parce que Martine était assise. Elle a pu se lever. Quelqu'un qui a reçu 8 balles dans les fesses, une dizaine de jours après avoir reçu ces balles, a pu marcher, on l'a vu, marcher sur le tarmac de l'aéroport, descendre d'elle-même l'escalier de l'avion pour aller secouer les mains de Claude Joseph. Ça, c'est pas quelqu'un qui a reçu 8 balles dans les fesses. Bon. Elle a dit être cachée s'être caché sous le lit. J'étais le premier à dire non, je connais quelqu'un qui est déjà entré dans la chambre du président, pas un rat ne peut entrer sous ce lit. Je suis heureux de voir que le juge a repris cette expression telle qu'elle. Elle ment là encore. Elle disait avoir laissé la chambre pour mettre ses enfants en sécurité dans la toilette, alors que les enfants disent non. Nous, on est venu trouver maman, non pas dans la chambre, mais au pied de l'escalier. C'est là qu'elle était. Elle ment. Bon. Pourquoi ment-elle, selon vous? Parce que Martine, non seulement était au courant que son mari allait être assassiné, mais elle croyait qu'elle allait être la première bénéficiaire de l'assassinat de son mari. Ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une grande dispute entre Jovenel Moïse et Martine Moïse dans les jours qui ont précédé son assassinat. Martine Moïse avait fondé son propre parti politique et elle disait au président de la soutenir, elle, comme candidate à la présidence. Le président a dit non. Et là, ça a ouvert la porte aux promesses que Dimitri Hérard, car c'est lui que Martine cherche à protéger, que Dimitri Hérard lui a fait. Dimitri Hérard, c'est l'homme de la sécurité mis autour de Jovenel par Michel Martelly. C'est par lui que Michel Martelly est passé pour exécuter effectivement Jovenel. Mais pour que la tâche soit rendue plus facile, eh bien, Dimitri Hérard a cherché et obtenu la complicité de Martine. Pour quelle raison? Tout le monde sait que mais Dimitri, c'était peut-être l'amant de Martine. Donc si Martine ne dit pas toute la vérité, dans un premier temps, elle était sous le lit, c'est pas vrai. Dans un autre temps, mais écoutez, selon son rapport à la juge, mais elle était couchée sur le ventre et on l'a tournée sur le dos. Et pour vérifier si elle était morte, on lui a pincé l'orteil, le gros orteil, ouf. On est au Moyen-Âge ou quoi? Et elle ne savait pas que son mari était mort. Elle a rampé jusqu'à son mari pour dire à l'oreille du mari qu'on allait chercher de l'aide. Et c'est alors qu'elle a vu que l'œil du président était exorbité. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que le président était mort. Ouh, Martine, putain de menteuse. Martine ment comme ça pour protéger ses relations avec Dimitri Hérard, car c'est Dimitri Hérard qui l'avait mise au parfum de ce complot, et elle en avait parlé probablement à Claude Joseph. Voilà pourquoi elle pensait qu'elle serait la première bénéficiaire du coup d'État. En réalité, il y a eu 3 coups d'État en un. 3 coups d'État en un. Le coup d'État dont Christian Sanon pensait qu'il allait être le bénéficiaire, c'est précisément celui qui est préparé par Michel Martelly. Michel Martelly a fait croire à Christian Sanon que c'est lui qui allait être le président. Ce même Michel Martelly a fait croire à Madame Koch, juge de son État, que au vu de la Constitution, c'est elle qui allait remplacer effectivement Jovenel. Mais il y avait un 3e coup d'État en préparation, c'est celui de Martine.
Martine aurait été mise au parfum par Dimitri Hérard, qui aurait coup d'État contre son mari et assassinat de son mari, on lui a promis que c'est elle qui bénéficierait comme une espèce de régente du pouvoir, et donc elle a collaboré. Et donc si elle ne ment pas, elle va devoir dire ce qu'elle savait et de qui elle tenait ces informations. Donc de Dimitri Hérard. Et puisque ces deux-là étaient très proches, avaient une relation, n'est-ce pas, amoureuse, et bien bon, elle préfère mentir plutôt que de dire effectivement je savais la chose par Dimitri Hérard. Mais vous saviez la chose et vous n'avez pas dénoncé ce complot auprès de la police. C'est parce que ça n'allait déjà pas entre Jovenel et lui. Et elle a tenu à garder Claude Joseph au pouvoir parce que Claude lui avait promis, selon Valbrun, d'organiser des élections dans 90 jours. Une promesse fallacieuse parce que aucun pays n'aurait pu organiser des élections en 90 jours. Vous comprenez que Martine se serait fait rouler, une fois de plus, par Claude Joseph. Il y a quelqu'un à qui le juge fait une petite passe trop facile, c'est Ariel Henry. Ariel Henry, c'était le premier ministre nommé par Jovenel, qui allait être installé la veille, qui a reporté son installation. Qu'est-ce qu'il savait? Les relevés téléphoniques révèlent que Ariel et Félix Badiou ont échangé des dizaines d'appels pour lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il savait? Tout ce qu'il dit, Ariel, un homme à l'intelligence phénoménale, je recevais plusieurs dizaines d'appels de plusieurs amis ce soir-là. I don't recall. Je ne me rappelle pas ce que Félix Badiou m'a dit, ni même s'il m'a appelé. Vraiment, Ariel, il ment. Et mentir à un juge, c'est un crime. Donc, le juge avait de quoi inculper Ariel. Pourquoi ne le fait-il pas? L'enquête n'est pas terminée, mesdames, messieurs. Nous devons continuer à fouiller pour connaître le fin fond de la vérité. Et ce n'est pas vrai que, tandis qu'on inculpe des personnes de droit, une Martine Moïse, ça ne fait pas de doute, un Léon Charles, dans mon esprit, ces gens-là méritent d'être inculpés, mais qu'on n'inculpe pas Michel Martelly, qu'on n'inculpe pas Ariel Henry, c'est hautement condamnable. En sorte que ces absences-là, ces failles-là viennent entacher l'ordonnance du juge pour utile soit-elle. J'espère vous avoir été utile en tout cas. J'espère surtout vous avoir donné des pistes de réflexion. Haïti n'est pas un trou noir, contrairement à ce que veulent les États-Unis. Haïti doit être considéré comme un pays. Et ce n'est pas vrai qu'on va laisser un Michel Martelly commettre un tel crime et rester impuni en disant « yo pas kakembim ». Les Josué Pierre-Louis de ce monde, lui qui a exfiltré son beau-frère et sa sœur, lui il va rester comme directeur général, enfin secrétaire général du palais sans être puni. Il faut casser cette omerta. Personne n'a encore parlé. Personne n'a encore dit la vérité. Ariel qui est là et qui savait, qui gère toutes ces informations-là, des informations criminelles et qui dit « moi je ne me souviens pas, voyons donc ». Nous devons maintenir la pression. L'ordonnance est utile, mais c'est un premier pas seulement. Il reste toute une kyrielle d'autres pas à être franchis pour que la justice soit rendue à Jovenel Moïse. Une nation s'élève par la justice. Et quand on se complaît dans l'impunité, on est condamné à rester dans le chaos. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite une excellente semaine. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir. Vive Haïti.